et puis persan, une langue qui va porter une culture. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le terme de persan, ça dépasse le cadre de l'Iran. Le terme de jardin aussi est assez intéressant, en fait, le jardin ce terme de jardin vient d'un ancien terme, Hortus gardinus. Hortus, c'était l'espace que l'on cultivait, et c'est un mot latin, et gardinus, ça signifiait que l'espace était clos, que l'espace était fermé. Et à partir de ce terme de gardinus, le Hortus gardinus, en français, on a utilisé le terme de jardin. Pourquoi je vous explique ça? Un espace clos, parce qu'on n'imagine pas un jardin complètement ouvert. Un jardin ouvert, est-ce que c'est toujours un jardin? Donc l'idée que le jardin est fermé, c'est très très important, et le terme de jardin le porte en lui-même. Donc avant de passer au jardin persan, on va regarder quelques jardins qui font partie de notre culture occidentale, en partie certains. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez déjà ce jardin, le jardin de la Villa d'Este, qui est à Tivoli. On est à une trentaine de kilomètres de Rome. Ce jardin de la Villa d'Este, il va être réalisé à la fin du XVIe siècle. Il s'inspire des jardins italiens de la Renaissance. On est toujours à la Renaissance, mais à la période maniériste. Et un cardinal, le cardinal d'Este, Hippolyte d'Este, qui aurait dû être pape, mais qui ne sera pas, va être nommé gouverneur de la ville de Tivoli. Et comme ses ambitions papales sont détruites, il va passer son temps à créer une belle villa et des jardins, de fabuleux jardins. Et là, on voit donc des caractéristiques du jardin italien, c'est-à-dire une perspective, des bassins et des plantes, des arbres tout autour. Alors, ce jardin de la Villa d'Este est très particulier. Là, vous avez la villa qui est ici, et en fait, il surplombe une vallée. La vallée est de ce côté et de ce côté. Et la perspective que je viens de vous montrer, en fait, elle est à partir d'ici, de ce point de vue, et on le voit dans la vallée ici. Donc, c'est un jardin qui est... Vous m'entendez? Oui. Donc, c'est un jardin qui est réalisé au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est la période humaniste où l'homme va prendre une place plus importante que la religion, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer des jardins en l'honneur de Dieu, mais pour le bien-être du propriétaire. Et le cardinal d'Este veut créer un jardin pour son plaisir. Alors, il y aura le plaisir des plantes, le plaisir des fleurs, mais il adore les fontaines, et il va créer tout un ensemble de fontaines que vous voyez ici. Ici, il y a une fontaine, vous avez toute une allée de fontaines ici. Donc, toutes ces fontaines elles sont réalisées par un Français, en fait, un ingénieur français va réaliser des fontaines, et elles font toutes des sons différents, d'accord? Elles ont tout un son différent, et quand on se promène dans le jardin, on entend des bruits d'eau, des harmonies d'eau qui sont toutes différentes. Je vous ai montré la perspective qui partait d'ici et qui allait de ce côté-là, et maintenant je vais vous montrer la perspective qui part d'ici et qui arrive jusque-là. Donc c'est ce que l'on voit ici, donc cette perspective-là. Donc un jardin avec de multiples perspectives. Ça c'est important à comprendre ça, c'est qu'on va développer une multiplicité de perspectives, ce qui ne sera pas le cas dans tous les jardins. On le voit ici, là je vous montre la fontaine, l'allée des fontaines. Vous avez cette allée-là, cette allée des fontaines va être le cadre de multiples films en fait, qui vont être tournés ici. Une autre fontaine majestueuse que l'on voit là, la fontaine de Lovato, la fontaine de Neptune, puisque ici on voit le dieu Neptune qui est représenté, et je vous dirai pourquoi ça va devenir de plus en plus important dans les jardins occidentaux d'avoir des fontaines avec Neptune qui est représenté à l'intérieur de ces fontaines. Donc voilà, déjà un premier jardin que vous connaissez tous, qui symbolise l'humanisme de la Renaissance, c'est-à-dire une transformation aussi de la société, où
où on va s'intéresser beaucoup plus à l'Antiquité, à Rome, donc il y aura beaucoup plus de sculptures romaines à l'intérieur du jardin, et aussi un jardin où on veut multiplier le plaisir des sens, et dans ce jardin-là en particulier, c'est le plaisir de l'ouïe qui va être accentué. Alors un autre jardin que vous connaissez tous, le jardin du château de Chenonceau, donc il va y avoir plusieurs propriétaires de ce jardin. Il est réalisé à peu près à la même époque que le jardin de la Villa d'Este. On connaît les deux propriétaires principales, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Il est sur le Cher, le château est sur le Cher. Et vous voyez, le jardin en fait est englobé, c'est comment dire, le palais et le jardin englobent le fleuve. D'accord ? Et essayez de retenir ceci parce que je terminerai avec un jardin qui englobe un fleuve aussi. Et puis, donc, il se caractérise par des éléments du jardin à l'italienne, c'est-à-dire on a des parterres, d'accord, des parterres très géométriques, avec des puits, et beaucoup de structures géométriques représentées. Donc, on le voit ici. On le voit sous un autre angle là, et puis le jardin que vous avez ici, je vais vous le montrer. Vous voyez ? Donc là aussi, l'idée, c'est de multiplier les perspectives. Des perspectives qui sont droites, des points de fuite qui sont droits, et on multiplie les perspectives. Ces jardins italiens, puisqu'on pourrait dire qu'il s'agit d'un jardin italien, ici à Chenonceau, vont se transformer en France, et on va voir apparaître en France un nouveau type de jardin, qu'on va appeler le jardin formel ou le jardin à la française. Alors là, vous le connaissez tous, ce jardin à la française. Là, on a les jardins du château de Vaux-le-Vicomte, donc réalisés par le paysagiste André Lenôtre pour Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet qui était surintendant des finances de Louis XIV. Et donc là, il y a une transformation du jardin, c'est-à-dire principalement la transformation la plus importante, c'est qu'on va jouer sur une seule perspective. Vous voyez, on est derrière, ici, il y a le château, le palais, et là, on a une perspective qui apparaît ici, et toujours des parterres et des formes géométriques qui vont accentuer cette perspective. André Lenôtre va créer ce type de jardin, qu'on appelle d'abord jardin formel, et puis après on appellera un jardin à la française. Ce jardin va avoir une renommée européenne très importante, puisque toutes les grandes cours en Europe devront avoir un jardin à la française. Louis XIV va tomber amoureux de ce type de jardin, et il va demander à André Lenôtre de constituer le même type de jardin à Versailles. Et à partir de ce moment-là, ce jardin à la française va prendre une symbolique importante, très très grande, c'est qu'il va symboliser le pouvoir absolu de Louis XIV. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, en ayant une seule perspective, et le centre de cette perspective, elle est en fait au niveau du château, c'est là où se place un homme, et cet homme, depuis cette perspective, règne sur l'ensemble du jardin. Donc, il y a cette idée le jardin à la française va porter en lui-même l'idée d'absolutisme, de pouvoir absolu, que va représenter Louis XIV. Il porte d'autres symboles, le jardin à la française, il porte l'idée aussi, cette idée qu'en fait, l'homme est capable de contenir la nature, de la diriger, de la maintenir. D'accord ? Donc il est présent dans le monde, d'ailleurs, pour contenir et maintenir la nature. Donc c'est ce qu'il veut, c'est ce qui est fait par les jardiniers qui sont ici, où on va travailler sur des parterres et les maintenir. L'idée de perspective est même accentuée parce qu'en fait, les arbres qui sont au fond sont taillés pour être plus petits, ce qui fait que ça accentue la perspective. Donc je vais vous montrer une autre représentation. On voit le château est ici, et un seul axe, et puis des parterres. À Versailles, on va rajouter la fontaine de Neptune. Cette fontaine de Neptune sera rajoutée. Et pourquoi elle est rajoutée, cette fontaine de Neptune ? Parce qu'elle porte un symbole très important à cette période-là, au XVIIe siècle.
Neptune est considéré, c'est dans la mythologie grecque, Neptune est le roi, le dieu qui règne sur les océans, qui règne sur toutes les créatures des océans, et toutes les créatures des océans obéissent à Neptune. Bon, cette fontaine de Neptune, c'est une allégorie du pouvoir de Louis XIV, en fait, d'accord tous les sujets de Louis XIV doivent obéir à Louis XIV comme toutes les créatures de l'océan obéissent à Neptune. Et cette fontaine de Neptune va se retrouver dans beaucoup d'autres jardins. Si vous êtes allé à Schönbrunn, à Vienne, il y a aussi une fontaine de Neptune. Donc, au milieu de ce jardin qui représente l'absolutisme, Neptune représente le roi, et le roi qui dirige le monde. Donc, on le voit ici à nouveau. Et puis, les Anglais vont vouloir déconstruire le jardin à la française. Les aristocrates anglais vont considérer que ce jardin qui représentait l'absolutisme de Louis XIV, il fallait s'en défaire, et donc ils vont créer ce qui s'appelle le jardin paysager, ou, comme on dit en France, le jardin à l'anglaise, et c'est-à-dire que c'est un jardin qui n'aura aucun axe droit de perspective, d'accord? Il n'y aura plus ces grandes allées et ces grandes formes géométriques, ces symétries avec les grandes formes géométriques, c'est-à-dire un jardin qui veut exalter la nature, les lignes courbes et l'harmonie de la nature. Donc là, vous en avez un exemple ici. Les principales personnes qui vont réaliser ce type de jardin s'appellent William Kent et Capability Brown. Capability Brown va être le grand jardinier du XVIIIe siècle, le jardinier paysagiste, et c'est lui qui va mettre en place ce type de jardin. On en voit un ici, puis on en voit encore un autre là qui est particulièrement beau, le jardin de Stourhead Garden, qui a été réalisé par Henry Howarth, et c'est le propriétaire, lui, qui veut vraiment réaliser ce jardin, et il va créer cet espace. La caractéristique du jardin anglais, c'est un jardin qui se veut pittoresque. Alors, que signifie ce terme de pittoresque? En fait, ça vient de l'italien pittore, et c'est-à-dire c'est une image. Et donc, on veut que, quand on se balade dans ce jardin, on voit apparaître des paysages qui sont dignes de devenir des peintures. D'accord? Et donc ça va être une des caractéristiques du jardin anglais. On est ici où on voit comme un tableau, mais on serait là, on verrait un autre tableau. Donc on voit des multiplications de tableaux partout dans les jardins anglais. Et d'ailleurs, ces architectes, ces paysagistes anglais vont s'inspirer, en déconstruisant le jardin à la française, ils vont malgré tout s'inspirer d'artistes français, mais ils vont s'inspirer de peintres comme Poussin ou Le Lorrain, les tableaux de Claude Gelée, pour faire des jardins qui ressemblent à des tableaux. Alors il y a un paradoxe dans le jardin à l'anglaise, c'est que on croit que la nature est libre de faire ce qu'elle veut, et c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il faut une intervention humaine très très importante, et il faut plus de jardiniers pour pouvoir entretenir un jardin à l'anglaise qu'un jardin à la française. Donc dans cette idée que l'homme intervient peu, c'est-à-dire qu'on veut moins marquer la présence humaine dans le jardin à l'anglaise, c'est un mensonge en fait. On doit plus intervenir dans un jardin à l'anglaise que dans un jardin à la française. Mais malgré tout, l'idée principale sera de ne plus du tout faire des jardins formels à la française, et tout ça pour casser l'idée d'absolutisme. Et à partir du XVIIIe siècle, le jardin à l'anglaise, le jardin paysager, va devenir le jardin le plus populaire en Europe. On va détruire les jardins à la française pour construire des jardins à l'anglaise à la place. Donc ça va être très 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 marquant. Et d'ailleurs ici à Bordeaux, le jardin public était d'abord un jardin à la française. Il était avec des parterres à la française. Et puis au milieu du XIXe siècle, on va détruire ce jardin à la française pour en faire un jardin à l'anglaise. D'accord ?
Donc il va être complètement transformé. Donc vous voyez déjà que les jardins portent en eux des conceptions d'un pays, d'une culture, d'une civilisation, et que ces conceptions peuvent varier, changer au fil des siècles. Alors je vais terminer avec un dernier jardin avant de passer au monde persan, un jardin japonais. Il y a de multiples jardins japonais, il y en a de très 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 différents. Celui-ci, c'est un jardin japonais qui va être réalisé au XVIIe siècle. C'est un jardin qu'on appelle un jardin de promenade. L'idée est de pouvoir se promener un peu partout et d'être comme dans une sorte de miniature du monde entier, d'accord ? Miniature de la nature qui apparaît. Il y a beaucoup de réminiscences avec le jardin à l'anglaise, en fait, parce que ça multiplie les points de vue. Il n'y a pas une perspective qui est accentuée. Par contre, il y a quelque chose de fondamentalement japonais dans ce type de jardin et qui provient de la religion Shinto. C'est la religion la plus ancienne du Japon, une religion animiste et une religion qui considère qu'il y a des esprits dans la nature, des esprits dans les végétaux, des esprits dans l'eau, des esprits dans les pierres, et que tout est lié par ces esprits, par des kami. Et en fait, cette liaison, elle est présente aussi dans le jardin japonais, même si on ne la voit pas directement comme ça. Mais la clôture du jardin est juste ici. Elle est derrière ces arbres. D'accord ? Et donc, si je ne vous dis pas, vous ne savez pas que le jardin maintenu par l'homme se termine ici. C'est-à-dire qu'il y a une liaison qui se fait entre le jardin et la forêt qui est derrière. C'est confondu en fait, d'accord ? La clôture, elle est vraiment présente, mais elle a disparu. Donc c'est ce qui est, c'est la volonté de ces jardins, c'est d'intégrer et la nature environnante et le jardin créé par l'homme. Donc on a vu de multiples jardins avec leurs symboles. Voilà, ça c'est un jardin persan, par exemple. On à la fin de la conférence sur ce jardin. Mais déjà, quelques petits éléments, peut-être qui vous frappent, c'est que c'est un jardin qui naît dans une région désertique ou semi-désertique. Et ça va avoir un rôle très très important dans la symbolique que va porter ce jardin. Donc c'est le jardin de Borré-Charadé, il est réalisé au XIXe siècle, et je vais vous en parler à la fin de la séance. Pour pouvoir vous parler des jardins persans, cette civilisation qui va naître au VIe siècle avant notre ère, il faut vous parler des premiers temps avant les jardins persans. Donc on va remonter dans le temps, on va remonter presque 4500 ans en arrière, on va faire un bond de 4500 ans, et la première mention que l'on a d'un espace qui ressemble à un jardin est présentée dans l'épopée de Gilgamesh. Alors, cette tablette que vous voyez là, elle a été rédigée à la fin du 3e millénaire, mais on estime que l'épopée de Gilgamesh va être mise par écrit et comptée 2500 ans avant notre ère. D'accord ? Et Gilgamesh était un grand roi, donc on est dans la civilisation sumérienne, Gilgamesh était un grand roi, et puis il veut acquérir l'immortalité. Il va accomplir certaines choses pour acquérir cette immortalité, et presque à la fin de son épopée, là où il pourrait acquérir son immortalité, il va arriver dans un jardin. Et c'est le jardin qui est décrit en fait. Et c'est un jardin merveilleux, avec des fleurs qui ressemblent à des rubis, à des saphirs, donc à des gemmes, à des pierres précieuses. Et en étant dans ce jardin, il se rend compte qu'il ne pourra jamais acquérir l'immortalité. Il va revenir dans le monde des hommes, et là, il accepte sa destinée d'homme, qui est d'être une créature mortelle. Donc déjà, 2500 ans avant notre ère, on a cette idée de lien entre la mort, la mortalité et le jardin. D'accord ? On va avancer dans le temps, on fait un saut de presque 1000 ans.
Je pense que vous connaissez tous la reine Hatshepsut. C'est une femme qui a pu avoir le statut de roi, de pharaon, l'une des rares femmes de l'Antiquité égyptienne qui a pu acquérir ce statut. Elle est connue par un immense temple qu'elle va faire réaliser, Deir el-Bahari. Et dans ces temples égyptiens, il y avait des jardins. Donc c'était des jardins qui étaient destinés aux dieux, des jardins pour les temples. Et on a des récits, des textes qui nous racontent que pour les jardins de ces temples, Hatshepsut va envoyer des missions à l'étranger, le pays de Mout, c'est-à-dire le Yémen ou l'Éthiopie, pour aller recueillir des arbres, des arbres à encens principalement, qui seront destinés au jardin à son temple. Donc, à nouveau, le lien entre le jardin et la spiritualité, la religion, avec ces jardins de temple. Toujours dans le monde égyptien, le jardin est très important et on a retrouvé dans des tombes des représentations de jardins. Donc là, vous avez la tombe de Nebamon, régisseur de l'épouse de Thoutmôsis IV, et dans sa tombe, il va faire peindre un bassin et un jardin. Et la tombe, donc là, date de 1300 ans avant votre ère. Pourquoi un jardin, la représentation d'un jardin dans une tombe? Dans la pensée égyptienne, lorsque le corps meurt, certaines parties de l'âme, en disant d'une manière un peu caricaturale, vont se séparer. Le bas va rejoindre l'éternité et le Ka va rester sur terre. Et il va rester dans la tombe, en fait. Et donc, il faut que la tombe contienne tous les éléments pour que le Ka vive comme quand l'être était vivant. D'accord? Et donc, cette représentation du jardin, elle est destinée au cas de l'être qui est mort, pour qu'il se souvienne, qu'il se rappelle de la vie qu'il avait avant. Et donc, on voit un bassin, des canards, et puis là, vous voyez une personne qui ramasse sûrement les fruits du jardin. Donc, c'est à la fois un jardin d'agrément, c'est-à-dire pour le plaisir des yeux, pour le plaisir des sens, mais aussi un jardin potager. On va recueillir des fruits ou même des légumes dans ce jardin. Et il y a, sur certaines tombes, il y a des inscriptions qui parlent au cas, c'est-à-dire à ce qui reste de la personne qui est décédée. Et je vais vous lire cette inscription. Tu te promènes à ton aise sur ta belle rive de ton bassin, ton cœur se réjouit de tes arbres et se rafraîchit sous les sycomores. Ton cœur sera saisi de l'eau de tes puits que tu as fait pour qu'ils durent toujours. Donc, cette idée d'éternité, et l'idée d'éternité qui est figée dans le jardin ici. Donc, on a dans le monde égyptien, le jardin était également très important. On va sauter presque 1000 ans. On va arriver dans le monde assyrien, c'est-à-dire au 8e, 7e siècle avant notre ère, en Mésopotamie. Et là, on va se rapprocher des jardins qui sont très connus, comme les jardins de Babylone, par exemple, les jardins qui représentaient parmi les 7 merveilles du monde antique. Donc là, c'est une sorte de gravure qui est conservée au British Museum. On a du mal à voir ce qui est représenté dans cette gravure. C'est les jardins du roi Assurbanipal, Assurbanipal qui vit au 7e siècle. Et on peut trouver une colorisation de ces jardins. Donc on les voit ici, d'accord? Et donc on retrouve des canaux. Alors c'est très difficile de savoir comment étaient structurés ces jardins. Mais on retrouve des canaux qui viennent irriguer une partie des plants, et puis des arbres tout autour du jardin. Et
Bien entendu, dans ce contexte-là, en Assyrie, dans le monde sumérien et dans le monde babylonien, dans le monde babylonien par la suite, on va avoir les jardins de Babylone. Alors là, vous avez une reconstitution numérique, je vous ai mis non scientifique, c'est-à-dire complètement fantaisiste. D'accord? On ne sait pas comment étaient les jardins de Babylone. Certains chercheurs pensent d'ailleurs qu'il y a une mauvaise traduction et qu'il n'était pas à Babylone, mais peut-être à Ninive. En tout cas, il y avait des jardins suspendus, et c'est ce que cette reconstitution essaie de mettre en avant. Ces jardins de Babylone sont réalisés par Nabuchodonosor II, entre 605 et 582 avant notre ère. Et selon la légende, Nabuchodonosor va réaliser ces jardins pour une de ses épouses, et cette épouse, elle est d'origine perse, elle est persane, elle vient du nord de l'Iran, et elle se souvient des montagnes qu'il y a autour de la mer Caspienne, et elle veut retrouver l'atmosphère qu'elle avait chez elle, et donc Nabuchodonosor lui aurait créé ce type de jardin. La Perse est proche de Babylone, et là on va entrer plus précisément dans les jardins perses et les jardins persans. Le premier à réaliser un jardin de type persan, on va dire, c'est Cyrus II le Grand. Cyrus II le Grand est très connu, hein. C'est l'empereur qui va mettre en place la dynastie des Achéménides, qui va régner sur une grande partie, sur tout le monde iranien, mais d'une manière beaucoup plus vaste en dehors du monde iranien. Je vais vous montrer d'ailleurs tout le territoire. Il va régner sur tout ce territoire, Cyrus. Enfin, les Achéménides vont régner sur tout ce territoire, et les capitales du monde achéménide, vous avez l'Iran qui est ici, les capitales du monde achéménide seront Persépolis et Pasargad qui est ici. Cyrus va conquérir Babylone, il va rentrer au contact avec les jardins babyloniens, il va rentrer en contact avec les jardins égyptiens aussi. Cyrus va libérer tous les captifs qui sont à Babylone. Parmi ces captifs, il y aura des Hébreux. Et d'ailleurs, Cyrus est mentionné dans l'Ancien Testament comme un libérateur, et il est mentionné dans le Testament comme oint de Dieu. Oint, O-I-N-T. Peut-être que certains d'entre vous le savez, mais oint, ça va se traduire par Messie ou par Christos. D'accord? Le Christ, c'est celui qui est oint du Seigneur. Il y a très très peu de personnages de l'Ancien Testament qui sont qualifiés d'être oints du Seigneur. Cyrus en fait partie, le roi David en fait partie. Donc il va libérer les Hébreux, et puis il va décider il va régner sur un vaste empire. Il va se faire appeler roi des rois, c'est-à-dire Sharanshah, et il va créer des jardins, et plus particulièrement, alors ce sont des capitales itinérantes, mais il y aura des jardins à Pasargad. Et on sait par des textes grecs que les Grecs qualifiaient Cyrus II de grand jardinier. D'accord? Donc c'était un qualificatif important. Et effectivement, Cyrus II va réaliser des jardins à Pasargad. Alors je vous montre Pasargad qui est ici. Alors, les jardins ont disparu. Hein. Il ne reste plus rien des jardins. Par contre, ce qu'il reste, il ne reste vraiment plus rien. On voit un palais, mais une équipe du CNRS, une équipe de chercheurs français, va s'intéresser au jardin de Cyrus, et ils vont faire des études sur le pollen. Le pollen est quelque chose qui se conserve très 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 longtemps dans le sol, et donc avec des études sur le pollen dans le sol de Pasargad, l'équipe du CNRS va permettre de reconstituer en partie les jardins de Cyrus. Et donc là, ce que vous avez là, ici,
c'est une reconstitution scientifique de ce qu'il y avait à Pasargada. D'accord ? Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a un canal qui apporte de l'eau, on a des allées, des formes géométriques, d'accord, des parterres géométriques, comme on va retrouver dans le jardin italien bien plus tard, des pavillons et des arbres et des cyprès. Donc, ces cyprès, c'est déjà le début du jardin formel, en fait, qui va apparaître. On sait que Cyrus crée les jardins lui-même, qu'il ordonne de les réaliser, qu'il participe à la réalisation des jardins. Et pour faire, ce sont des jardins privés où seul le roi a accès. Mais lorsque le roi veut honorer une personne et lui donner un titre important, il va l'inviter dans ses jardins. Et cette personne qui sera invitée dans les jardins de Cyrus va porter le nom de compagnon du jardin. D'accord ? Donc ça va être un titre honorifique très 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 important. Un autre grec, Xénophon, qui vit après Cyrus, mais qui va visiter les capitales achéménides, va dire des rois achéménides, où que le roi séjourne, dans quelque pays qu'il aille, il veille à ce qu'il y ait ces jardins appelés paradis, qui sont remplis des plus belles et des meilleures productions que puisse donner la terre, et il y reste aussi longtemps que dure la saison d'été. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant là, ce terme paradis. En fait, si Cyrus vous avez invité dans ce jardin, il vous aurait dit, je vous invite à venir dans mon Pairi Adesa. Pairi Adesa, c'est le terme avestique, la langue ancienne iranienne, pour dire un jardin clos, un jardin fermé. D'accord ? Donc je vous invite dans mon Pairi Adesa. Et ce Pairi Adesa va en grec donner paradeisos, puis ensuite paradisius en latin, et en français, il donnera le terme de paradis. Donc le terme de paradis, le mot paradis, d'une manière étymologique, provient du Pairi Adesa de Cyrus. Donc, on pourrait dire que déjà, dès Cyrus II, dès Cyrus le Grand, donc au VIe siècle avant notre ère, le jardin est l'expression de la puissance et du pouvoir, comme il le sera sous Louis XIV. Louis XIV n'a rien inventé. Mais Cyrus II l'a déjà utilisé, le jardin comme expression du pouvoir, c'est-à-dire que l'empereur, le roi, est considéré comme un bon jardinier. Si c'est un bon jardinier qui sait bien entretenir son jardin, il saura bien gouverner son peuple. D'accord ? Donc c'était déjà quelque chose qui était présent, le jardin comme une manifestation du pouvoir souverain. À partir des jardins de Cyrus et des jardins achéménides, on va voir se développer un type de jardin qui va rester présent dans le monde iranien, dans le monde persan, qui va s'appeler le jardin Chahar-Bar. Chahar, ça veut dire 4. Bar, ça veut dire jardin. Donc ce terme-là, ça veut dire 4 jardins. Qu'est-ce que c'est ce 4 jardins ? La forme, idéale, conceptuelle, modulaire du jardin persan va être un jardin où il y a une fontaine au centre, ou bien un bâtiment, et à partir de cet élément central va rayonner 4 canaux, 4 petites rivières qui rayonnent depuis cet élément central, et donc vous aurez 1, 2, 3, 4 jardins en un jardin. C'est ce qui s'appellera le Chahar-Bar. Et ce Chahar-Bar, on va le retrouver partout dans les jardins persans que je vais vous montrer. Ce sera le type même du jardin à la persane. Et sur ce Chahar-Bar, qui est très ancien, va se greffer des symboliques toutes très différentes. Pour rester toujours dans un contexte achéménide, dans une autre capitale iranienne, des empereurs achéménides, à Persépolis,
Alors, Persépolis, c'est le terme grec, hein, ça veut dire la ville, polis, la ville des Perses, une ville construite par le successeur de Cyrus II, Darius, une ville palatiale, une ville aussi avec des jardins. On va voir représenté dans beaucoup d'endroits, dans des reliefs sur les bâtiments, des jardins, et dans ces jardins, l'arbre principal qui est représenté, c'est le cyprès. D'accord ? Ça va être l'arbre fondamental du jardin persan. Donc on le voit ici représenté. Le cyprès va se retrouver dans de multiples éléments, objets du monde persan iranien. Là, vous avez un tapis persan avec un cyprès. D'accord ? Puis je vous dirai par la suite ce que symbolise le cyprès dans la poésie persane. On l'a dans un tapis ici. On l'a en céramique ici, le cyprès. Donc vous voyez, il est l'élément central du décor. Donc il est très très important. Alors, on était au 6e siècle avant notre ère. Avec Cyrus, on va faire un saut de plus de 2000 ans. Et on va se retrouver dans un jardin du XVIIe siècle. Un jardin à Ispahan. Ispahan qui va être la capitale de l'Iran au XVIIe siècle, et déjà au XVIe siècle en fait. Elle va être réalisée par Shah Abbas, de la dynastie des Safavides. Alors moi ce que je vous demanderais peut-être de retenir, essayez de bien retenir ce terme de Hasht, Behesht. Hasht, ça veut dire 8. Behesht, je vous dirai après ce que ça veut dire. Donc, retenez bien ce terme-là. La ville d'Ispahan est une ville assez incroyable, hein, extrêmement belle. Vous en avez une vue ici. Donc, Shah Abbas va créer cette ville quasiment ex nihilo. Hein. Il va tout reconstruire à l'intérieur d'Ispahan. Il va déplacer la ville, la capitale qui était à Tabriz, il va la mettre à Ispahan parce qu'il y a les Turcs ottomans qui combattent les Safavides. Et donc, il faut s'éloigner des Ottomans, en fait. Et il va créer toute une ville. Et là, vous avez la place qui s'appelle Marché-Jahan. Marché-Jahan, ça veut dire image du monde. L'image du monde. D'ailleurs, en persan, on dit Esfahan, Esfe-Jahan. Ça veut dire Ispahan, la moitié du monde. Parce que Ispahan possède la beauté de la moitié du monde. Et je pourrais dire que je suis presque d'accord avec ça. C'est vraiment très très belle en fait. Hein. Ispahan, c'est une ville magnifique. Cette place, réalisée par Shah Abbas, elle a de très forts symboles. Vous avez le bazar qui est ici, donc le pouvoir commercial, le pouvoir de l'argent, si on veut, le commerce. La mosquée du Shah qui est ici, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux. Et ici, vous avez un petit palais, bon, qui est assez grand, mais en fait, c'est une entrée, c'est une porte, qui s'appelle Ali Kapou. Et donc ça, c'est l'entrée d'un palais qui se situe ici. D'accord ? Et donc là, c'est le pouvoir temporel, le pouvoir royal qui est ici. Donc au niveau de cette place, tous les pouvoirs sont réunis. Alors, vous voyez, la place est immense, hein. Elle fait 500 mètres de long. Là, vous avez un plan d'Ispahan. La place dont je vous parlais, elle est ici. D'accord ? Donc ça, c'est 500 mètres à peu près. Le Ali Kapou, la porte d'entrée du palais est là. Et là, vous avez tout le palais. Donc ça fait presque 2 km de long. Et si vous regardez bien, dans ce palais, il y a des bâtiments qui sont construits en dur, mais en fait, sur l'espace, il y a peu de bâtiments bâtis en dur. Tout est un jardin. Je vais vous faire un agrandissement. Vous voyez, la place est ici. L'entrée du palais est là, Ali Kapou. L'entrée est ici. Là, vous avez un premier jardin avec un bâtiment qui est là, qui s'appelle Chehel Sotoun, dont je ne vais pas vous parler, mais on retrouve ici déjà l'idée du Char-Arbar, c'est-à-dire le plan quadripartite. Chehel Sotoun, c'est un palais de réception pour accueillir les ambassadeurs, pour impressionner les ambassadeurs et accueillir les gens
et montrer le pouvoir des Safavides. Mais moi, je vais vous parler d'un palais qui est ici, donc ce palais qui s'appelle Asht Behesht. Et là, ce palais qui est ici, c'est un palais privé. C'est un espace privé. C'est-à-dire que les ambassadeurs ne viennent pas ici. C'est uniquement la famille du roi, les amis du roi qui sont accueillis ici. Donc on rentre dans un espace privé. Le bâtiment est ici, il est tout petit. Et puis vous avez un chaharbar aussi. C'est pas un chaharbar, un jardin quadripartite vraiment carré, il est beaucoup plus rectangulaire. Et vous avez un canal ici et un autre canal là. Là, vous avez les 4 canaux qui sont ici et le bâtiment qui est au milieu. Alors, le bâtiment au milieu, vous le voyez, il est ici, il va être réalisé au XVIIe siècle. Et le bâtiment s'appelle un Asht Behesht. Asht Behesht, ça signifie 8 paradis. Donc, on est dans un jardin qui représente le paradis, et le bâtiment lui-même signifie 8 paradis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il signifie 8 paradis. Là, vous en voyez une représentation schématique. Je vais vous en montrer une représentation au sol. Vous voyez, vous avez le bâtiment là, et vous en avez une représentation au sol. Et en fait, ce bâtiment est très, très, très ouvert sur le jardin. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur du palais, ce que l'on voit en priorité, c'est le jardin. Le jardin est plus important que le palais. Et dans ce palais, il y a 4 pièces au rez-de-chaussée et 4 pièces à l'étage. 4 pièces au rez-de-chaussée, alors elles sont ici et ici, et 4 pièces à l'étage. Donc 4 et 4, ça fait 8. Il y a 8 pièces à l'intérieur, et ces 8 pièces représentent 8 paradis. Mais en fait, d'où viennent ces 8 paradis? Pourquoi appeler ce bâtiment-là 8 paradis? Alors, ça vient de la poésie persane. La poésie persane et aussi la mystique musulmane. Dans le Coran et dans la mystique musulmane, la spiritualité musulmane, l'idée est qu'il n'y a pas un seul paradis, il y a 8 paradis. Et le 8e paradis, c'est là où on a la vision directe de Dieu. C'est là où Dieu est présent, en fait. D'accord? Et un auteur, un poète, qui s'appelle Amir Khosrow, qui vit donc de 1253 à 1325, donc bien avant la réalisation du bâtiment, va écrire une œuvre qui s'appelle le Asht Behesht, le 8 paradis. Et dans cette œuvre, là vous voyez une miniature persane, dans ce texte littéraire, il va parler d'un héros, Baramgour. Baramgour, c'est un grand roi. Ce grand roi va épouser 7 femmes et il fait construire 7 pavillons à ces femmes. Et il va passer une nuit dans chacun des pavillons, et ces femmes vont, chacune de ses épouses, va lui raconter une histoire. Donc vous avez les 7 pavillons qui sont représentés ici. Il n'y a pas le 8e pavillon, parce que le 8e pavillon, c'est le paradis, d'accord? C'est le paradis où Dieu est présent. Et donc, en fait, en compagnie de ses épouses, Baramgour va écouter une histoire. C'est un peu comme dans les 1001 nuits avec Scheherazade, que vous connaissez tous. Et l'idée derrière tout ça, c'est que c'est des femmes qui vont donner un enseignement à un homme. En lui racontant des histoires, elle lui donne un enseignement. Ce texte va tellement marque tellement les esprits que les rois safavides et d'autres rois se feront construire un bâtiment réalisé pour les plaisirs poétiques et les plaisirs littéraires. Donc, comme Baramgour se faisait raconter des histoires dans chacun des pavillons, ils vont réaliser un bâtiment où il y a 8 salles, et ces 8 salles vont être utilisées pour à la fois boire du vin, raconter de la poésie et être en présence amicale et chaleureuse. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un texte littéraire qui va être à l'origine d'une construction architecturale, d'un bâtiment architectural. Donc, vous l'avez ici,
le bâtiment, le H de Behecht, on va s'en rapprocher. Vous voyez, il y a un grand bassin qui arrive devant lui, une très grande ouverture, donc il est très 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 ouvert. On en a une autre vue ici, la vue en façade. Donc il est fait de briques. Hein. À l'intérieur, des éléments, ces éléments très caractéristiques de l'architecture musulmane et qui va être spécialement développé en Iran, qui s'appellent des muqarnas, d'accord. Ces éléments-là, ça s'appelle des muqarnas. Là, vous avez le plafond qui est décoré de manière très très élégante en muqarnas, avec des jeux, avec des miroirs aussi. Hein, ça fait vraiment un décor de mille et une nuits qui scintille. Vous avez plein de petits miroirs au plafond, et il faut imaginer que le soir, la nuit, c'était éclairé avec des lanternes, des bougies, et donc avec les miroirs et les dorures, tout brillait de manière féerique et un peu irréelle. On a l'intérieur du pavillon, du HBH, avec toute la vue que l'on a à l'extérieur. Cette vue profonde que l'on a à l'extérieur, qui donne sur les jardins, vous l'avez ici. Et puis là, vous avez une pièce. Vous voyez, c'est dans ce type de pièce-là qu'étaient disposés des divans, des canapés, voilà, et où on venait boire du vin et lire de la poésie. Le pavillon n'est utile que pour ça. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de hammam, il n'y a pas de bain. C'est vraiment un lieu dédié au plaisir. Donc on le voit ici. Vous le voyez là encore, de très beaux muqarnas. Donc là, on a vu un premier lien entre le jardin et la poésie, c'est-à-dire qu'une œuvre poétique va être à l'origine de la réalisation d'un bâtiment qui va se retrouver au milieu d'un jardin, mais la relation entre la poésie et le jardin est encore bien plus profonde dans le monde persan. La poésie persane est très très importante, il y a de très très grands auteurs de poésie persane, je vais vous en parler que de quelques-uns, et dans cette poésie persane, le jardin a un rôle central. Là, je vous montre une miniature persane qui date du XIVe siècle et qui illustre un texte écrit par Raju Garbani. Raju Garbani, à la fin du XIIIe siècle, milieu du XIVe siècle. Il a écrit différentes histoires, mais la principale qu'il écrit, c'est Homa et Homayun. Homa est une princesse chinoise. Homayun est un roi, est un prince iranien. Ils sont très 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 éloignés. Et en rêve, Homayun va voir la princesse Homa et il va tomber amoureux en la voyant en rêve. Mais où se passe ce rêve? Où se situe ce rêve? Ce rêve se situe dans un jardin. Donc il la voit d'abord dans un jardin. Donc là, c'est la rencontre entre Homayun et Homa. Homa est ici. Et vous voyez le jardin qui est représenté. Le jardin est représenté là, enclos, fermé, de nuit. La lune est représentée ici. Vous la voyez, elle est là, la lune. Alors comme c'est une miniature persane, il n'y a pas d'ombre. Les couleurs sont resplendissantes de leur lumière. Même si on est en contexte nocturne, l'ombre n'est jamais représentée. Un bassin avec de l'eau qui s'écoule. Alors l'eau apparaît noire parce qu'en fait l'eau était peinte en argent et l'argent s'est oxydé. Donc quand on bougeait la feuille, on voyait les reflets argentés de l'eau qui apparaissait. Et puis la rencontre des deux amoureux. Le prince, en voyant la princesse dans son rêve, tombe amoureux, il part à la chasse, il arrive dans un jardin enchanté où il y a des fées, les fées lui montrent un portrait de la princesse, il tombe à nouveau amoureux, et puis il décide de partir en Chine. Il part en Chine, il va retrouver la princesse, il se retrouve dans un jardin réel, et c'est ce qui est représenté ici, et vous voyez, il porte les mains sur le cœur, c'est-à-dire qu'il est vraiment en train de tomber amoureux d'elle, et la princesse le regarde. Et ce lien entre la poésie, le corps des protagonistes représentés dans la poésie est très très fort, puisque les êtres humains sont souvent comparés à des cyprès.
dans la poésie persane. C'est-à-dire que si on veut dire qu'une personne est belle avec un corps élégant, droit, on va la comparer à un cyprès, d'accord? Ou on peut la comparer à une fleur aussi, il y aura beaucoup d'éléments comme ça. Et donc le miniaturiste, celui qui a peint la peinture, nous présente des personnages ici au milieu de fleurs. Hein, vous voyez, les fleurs sont partout, comme si l'homme et la nature ne faisaient qu'un, en fait. Hein. Et c'est un peu ce qui est décrit dans la peinture persane. Vous voyez représenté ici. Alors cette peinture de manuscrit, cette miniature a été détachée de son manuscrit original, donc le manuscrit n'existe plus, mais vous pouvez la voir actuellement au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Elle est exposée là-bas, et la page est exposée. Donc on les voit ici tous les deux. Le jardin dans la poésie persane va revenir constamment, très fréquemment. Je vous montre une autre page d'une peinture de manuscrit. On voit des personnages dans un jardin. Le jardin est fermé, il est bien enclos, c'est bien un taillerie à des arbres. On voit des personnages en train de ramasser des fruits, d'accord? Et puis on voit, il y a des arbres entrelacés. Et dans la peinture persane, quand vous voyez des arbres entrelacés, c'est le symbole de deux amoureux qui sont entrelacés, d'accord? Puisque le corps humain est comparé à un arbre, dès qu'on voit deux arbres enlacés, c'est deux amoureux qui sont représentés. Et puis vous voyez les personnages qui sont représentés aussi dans un kiosque. Le terme de kiosque, c'est un terme qui est d'origine persane et turque, turco-persane. C'est l'idée d'un bâtiment dans un jardin, un espace central dans un jardin, un bâtiment dans un jardin dans lequel on prend du plaisir, où on se repose. Et ce terme de kiosque va venir après en France. Donc là, on voit des princes safavides qui sont représentés. Donc ils prennent du plaisir dans le jardin, on joue de la musique, on lit des poèmes. Dans le petit carnet ici, on a de la poésie, ou bien une coupe, et dans cette coupe, bien entendu, il y a du vin. Hein, on boit du vin dans le jardin. Donc vous voyez que le jardin va prendre une expression, un symbole très important dans la pensée persane et dans la poésie persane. Le jardin est le lieu d'expression de l'amour, il est le lieu où les amoureux vont se rencontrer, et il fait un lien entre l'homme et la nature. Donc il va être constamment présent dans la poésie persane. Je vous propose de voir un autre jardin un peu plus ancien, il s'appelle Borre Fin, près de la ville de Kasha. Fin est un village, c'est un jardin du XVIIe siècle. Vous voyez, il est situé ici, en Iran. Vous voyez la structure de ce jardin de Borre Fin, donc il est aussi dans le désert. Des forteresses importantes. Il va être réalisé pour Shah Abbas. Lorsque Shah Abbas, en déplacement, se repose, il vient dans le jardin de Borre Fin. Des remparts assez importants, à la fois pour le protéger du désert, mais pour le séparer des hommes aussi. Ça, c'est le pavillon d'entrée, où les gardiens surveillent ce qui se passe, et puis le jardin qui est ici. Dans le jardin, vous avez un bâtiment principal, entouré de 4 bassins. On a ici, là, ça ressemble un peu à un HTPH, vous l'avez ici, avec de multiples décors, très ouverts sur l'extérieur aussi. Donc on a des vues en perspective, un peu comme les jardins formels à la française. Vous voyez bien dans cette vue en contre-plongée qu'en fait le bâtiment est au centre et puis qu'il y a des canaux qui partent de chaque côté, d'accord? Et à partir de ce jardin, je vous propose, je vais voir si ça fonctionne, d'écouter un extrait d'une série documentaire qui s'appelle Jardin d'ici et d'ailleurs. C'est une série documentaire qui est passée sur Arte. Le protagoniste est un paysagiste qui va parcourir le monde
Et dans ce monde, il va aller dans différents jardins, des jardins anglais, et dans le jardin de Loire Réfine, qui est donc un jardin persan. Il va rencontrer la conservatrice de ce jardin, et ils vont avoir un dialogue. L'émission dure une demi-heure. Moi, je vais vous en présenter 2 minutes. Et pour moi, ces 2 minutes, elles sont essentielles pour comprendre la symbolique du jardin persan. On va voir si ça fonctionne. Alors, le son ne marche pas. Ça, c'est bien dommage. Alors, je vais vous lire ce qu'ils disent. On va prendre un peu en arrière et je vais vous lire ce qui est dit. Je vais vous lire, je vais faire le sous-texte. La dynastie des Safavides, qui est à l'origine de la construction de ce jardin, avait une vision particulière du monde. Et il lui dit, oui, à l'époque Safavide, surtout sous le Shah Abbas, les rois réunis des penseurs, des philosophes, des grands savants de l'islam. C'est la création de l'école d'Ispahan. C'est une école de pensée du XVIe siècle. Une des questions qui occupe le plus ces savants, c'est de savoir comment maintenir le lien entre le monde matériel et le monde céleste, c'est-à-dire le monde spirituel. Selon cette philosophie, on pense que le jardin est l'un des moyens d'établir ce lien. Et il lui dit, peut-on dire que cette géométrie extraordinaire, qui est presque un archétype du jardin persan, est révélatrice de ce rapport entre le divin, entre le siècle et la domestication du paysage. Je pense qu'il faut préciser une chose. Tu as parlé de domestiquer la nature, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de domestiquer. Une nature sauvage, ici, il n'y avait pas d'arbres. La nature était dissimulée. Et c'est l'homme qui, grâce au jardin, a révélé le potentiel secret de la nature. Mais comme tu l'as dit, l'archétype du jardin iranien a une forme géométrique. Et c'est d'ailleurs surtout sous cet aspect que les chercheurs aujourd'hui s'intéressent au jardin iranien. Et ceux qui ont une approche mystique et religieuse du jardin perse font le lien entre la géométrie du jardin et le paradis céleste que les prophètes de toutes les religions ont promis à leurs fidèles. Alors, ce qui me semble, alors elle va dire après que Shah Abbas, quand il crée ce jardin, c'est pour son plaisir, c'est pour son plaisir personnel. Toute la philosophie, la mystique, il la connaît, mais c'est aussi pour son plaisir personnel qu'il réalise le jardin. Ce qui me semble intéressant dans cet échange, c'est que ce jeune homme, il va parler de domestiquer la nature, parce qu'il y a une culture occidentale, une culture française, et le jardin à la française, c'est domestiquer la nature. Et la conservatrice, elle sait que le jardin naît dans le désert. Et un jardin qui naît dans le désert, on ne va pas domestiquer une nature qui n'existe pas. Et donc elle va lui expliquer que c'est quelque chose qui est très 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 différent du jardin à la française. C'est qu'un jardin qui est créé dans le désert va correspondre dans le monde iranien, dans le monde persan, quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que dans la pensée spirituelle persane, il y a des choses qui sont cachées et des choses qui sont apparentes. Et le fait de créer un jardin, c'est de révéler la beauté cachée du monde. D'accord ? Et c'est ça l'école d'Ispahan, que cette école d'Ispahan du XVIe siècle va expliquer. Donc, à partir de ce moment-là, le jardin va avoir une très forte charge symbolique où il révèle des choses qui sont cachées aux hommes. D'accord ? Donc, je vais vous montrer quelques décors de ce jardin, puisqu'il y a des profusions de décors dans le bâtiment. Les décors sont fabuleux en fait, hein. C'est des décors de 1000 et nuits. Vous avez cette superbe étoile à 12 branches. Alors il y a un symbole chiite aussi dans cette étoile à 12 branches, des rinceaux et des arabesques que l'on peut voir, et des peintures. Des peintures, on voit des représentations figurées,
Et dans ces représentations figurées, ben là, on voit comme une sorte de jongleur qui passe ici. On voit une scène de chasse. La chasse est très très important dans le monde persan, que ce soit sous les Achéménides ou sous les Safavides. Et puis là, une scène, c'est-à-dire une scène qui se passait dans le bâtiment, à l'intérieur du bâtiment. Et qu'est-ce qui se passait dans ce bâtiment? Eh bien, on était allongé, à l'anguille, avec des amis, on apporte des fruits, on épluche des oranges et on va boire et manger. Donc c'est les plaisirs du goût, les plaisirs du palais qui sont exprimés là en peinture. On va revoir quelques autres décors qui sont présents, qui sont merveilleux dans ce palais, réalisés pour le plaisir de Shah Abbas. Les ouvertures vers l'extérieur, c'est-à-dire que depuis le palais, depuis le bâtiment, on doit voir le jardin vers l'extérieur, les petits canaux, et tous ces canaux fonctionnent grâce à la pesanteur, la gravité, rien n'est mécanique, tout fonctionne grâce à la gravité. Donc on voit à nouveau ici. Donc on voit une autre expression symbolique du jardin dans la pensée persane, c'est-à-dire que le jardin devient l'expression de la beauté divine. Ce qui était caché au monde, c'était la beauté de Dieu, en fait, et le jardin révèle la beauté du monde qui était cachée. Il devient le symbole de la beauté divine. Vous voyez que là, on avance vers des symboliques très très fortes, en fait, et qui se rapprochent du paradis, du jardin d'Éden. Avant le XVIe siècle, il y a un poète persan que vous connaissez tous, même si vous ne le savez pas. Ce poète persan s'appelle Jalal-ad-Din Rumi. Il vit au XIIIe siècle. Il naît à Bar, une ville qui est en Afghanistan. Sa langue maternelle et sa langue d'écriture, c'est le persan. Il va devoir fuir sa ville d'origine et il va s'installer à Konya, dans l'actuelle Turquie. Et il va être l'homme qui a l'origine des derviches tourneurs. D'accord? Donc vous connaissez tous les derviches tourneurs, je pense. Hein. Donc les derviches tourneurs qui sont en Turquie actuellement ont une origine persane, en fait. Hein. Donc c'est cet homme, Jalal-ad-Din Rumi, qui va être à l'origine des derviches tourneurs. C'est un très grand poète, un très grand mystique persan. Son œuvre principale s'appelle le Masnavi. Et par certains, il est qualifié de deuxième Coran, pour vous dire à quel point il est très important. Et c'est lui qui va principalement, au XIIIe siècle, faire le lien entre Dieu et le jardin. Donc pour lui, le jardin montre et dissimule la beauté éternelle du premier jardinier, c'est-à-dire Dieu. Et il va avoir des textes qui sont des vers de poésie qui sont vraiment très très beaux pour exprimer ce lien. Je vous en lis quelques-uns. Dieu est le jardinier et le monde est son jardin. Chaque âme est une plante qu'il arrose avec son amour. Regarde le jardin, chaque fleur est un miroir de sa beauté, chaque brise est un souffle de sa présence. Donc c'est vraiment avec Rumi qu'on atteint le lien le plus fort entre le jardin et le monde spirituel, en fait. Hein, c'est vraiment un lien qui est très 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 spécifique au monde persan et qui va atteindre son apogée avec Rumi. Alors, je pense que certains d'entre vous devez vous dire, oui, Sylvain n'arrête pas de nous parler de la spiritualité, de la poésie, tout ça c'est bien beau, et comment le construire réellement ce jardin dans le désert? Il n'y a pas que la poésie, la spiritualité, il faut le construire réellement, ce jardin dans le désert. Alors là, je vais vous parler plus de technique de réalisation. On voit le jardin de Bahr-e-Shahzadeh, que je vous ai montré en premier, qui date de 1850. Il va être réalisé sous la dynastie Qajar, la dernière dynastie avant le XXe siècle. Pour un roi Qajar, il est situé au sud de Kerman, vous l'avez ici, et il est situé dans une région semi-désertique. Donc c'est extrêmement... l'apport en eau est problématique en fait.
c'est presque un chahar-bar. En fait, c'est comme si vous avez un chahar-bar qui était répété plusieurs fois pour avoir un élément rectangulaire. Alors, d'où vient cette eau? Cette eau vient des montagnes qui sont plus loin et qui vont être amenées au jardin. Et comment est amenée cette eau? Elle est amenée par un système hydraulique, si on veut, qui s'appelle le qanat. Le qanat, vous l'avez ici. C'est un terme persan, c'est un terme très ancien, puisqu'on fait des qanats dans le monde iranien depuis peut-être 1000 ans, 1500 ans avant notre ère. Et le terme de qanat va donner le terme de canal en français. L'étymologie du mot canal vient de qanat en persan. Alors, ici vous avez la montagne, d'accord? Et là, en bleu, là, vous avez la nappe phréatique. Hein? Donc la nappe phréatique qui coule depuis la montagne et qui vient ici. Si on veut récupérer de l'eau pour arriver là, il faut créer un canal, un qanat, qui récupère l'eau de la nappe phréatique et qui arrive ici. Donc là, ça va être construit par les hommes, d'accord? On va créer un qanat, c'est ça le qanat qui est ici, une sorte de tunnel, de canal, qui récupère l'eau de la nappe phréatique et qui l'amène ici, et après, ça pourra se déverser dans le jardin. Il faut réaliser le qanat, et puis en plus, il faut réaliser des puits, donc qui donnent accès au qanat pour le réaliser, mais aussi pour l'entretenir, parce que le canal peut se boucher, d'accord? Donc, ce que vous avez là, c'est des puits qui sont construits pour réaliser le qanat, et aussi pour l'entretenir. Et ils apparaissent, ces puits vont apparaître à la surface. La photo que je vous montre ici, c'est un ensemble de puits. On va descendre dans ces puits pour entretenir le qanat. D'accord? Alors les puits peuvent être plus ou moins espacés. Ils peuvent être espacés de 500 mètres, ils peuvent être espacés de 1 ou 2 km. Donc il y a différentes structures de puits. Et puis je vous montre l'intérieur du qanat, comment est ce qanat. Ça c'est l'intérieur, donc c'est l'espace d'un homme en fait, hein, c'est tout petit. On n'a pas besoin de torrents d'eau pour venir créer un jardin, on a besoin de cette quantité d'eau qui arrive régulièrement. Si la quantité d'eau arrive régulièrement, on pourra réaliser un jardin. Et c'est comme ça que ce jardin de Bahr et Shahzadeh, Shahzadeh ça veut dire prince, va être réalisé en amenant l'eau depuis la montagne par des qanats, par un qanat en particulier. Donc les qanats peuvent faire 50 km, 100 km, 150 km. Donc c'est des structures qui sont très importantes. Il y a un jardin ici, le qanat arrive là, et puis après vous avez un village et une ville qui est là. Donc l'eau arrive et le roi montre sa puissance parce qu'il fait arriver l'eau et il crée un jardin pour lui. Et après, l'eau va ressortir et va être donnée pour l'agriculture. Hein, le roi va offrir l'eau au reste de la population. Donc c'est comme ça que l'eau arrive dans les jardins. Donc on voit la structure du portrait Shahzadeh, le bâtiment d'entrée, un peu comme le jardin paysager anglais. L'idée c'est d'avoir des variations de couleurs, et ces variations de couleurs vont se faire en fonction des saisons. Là, vous voyez le jardin à l'automne, donc avec certains arbres qui vont changer de couleur, d'autres feuilles caduques ou feuilles persistantes, on va avoir des variations de couleurs très 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 différentes. On l'a à l'automne, ce qui donne une autre impression du jardin. En hiver, puisqu'il peut neiger aussi dans cette partie d'Iran, c'est un autre jardin que l'on voit. Et bien entendu, c'est au printemps que le jardin va apparaître dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, il y a un dicton en persan qui dit, pour le printemps, qui dit Bahar Omad o Jahan Chun Behesht. Bahar Omad, ça veut dire le printemps arrive, et Jahan Chun Behesht, le monde devient un paradis. Quand le printemps arrive, c'est l'eau qui arrive, il commence à pleuvoir, et le monde désertique, dans le monde désertique, on voit apparaître la nature. Et donc le monde devient un jardin. D'accord ? Donc c'est cette idée-là qui apparaît au printemps. Donc là, je vous ai parlé des jardins qui étaient typiquement iraniens, persans.
dans le monde, dans le territoire iranien, mais ces jardins persans vont s'étendre partout où il y aura des musulmans. Et il va y avoir une sorte d'apothéose du jardin persan qui va se faire dans un endroit que vous connaissez tous, au Taj Mahal. Le Taj Mahal est ici. Une des entrées du complexe est là, d'accord? Et quand on le voit d'en haut, on voit qu'il y a bien un chahar-bar. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un chahar-bar? Pourquoi est-ce qu'il y a un jardin persan en face du Taj Mahal? Alors, ça, c'est dû à cause d'un homme. Cet homme, il est ici. Il s'appelle Babour. Babour, il vit au XVIe siècle. Babour est le descendant d'un grand conquérant. Il est le descendant de Tamerlan. Tamerlan qui vit au XIVe siècle. Tamerlan va envahir l'Iran au XIVe siècle. Il part de Samarcande et il va envahir l'Iran. Et il va être à l'origine d'une dynastie qui s'appelle la dynastie timouride. Cette dynastie timouride, qui est d'origine turque-mongole, va se persaniser. C'est-à-dire qu'elle va prendre tous les éléments de la culture persane, à la fois la langue persane, la poésie persane, la langue de l'administration, ce sera le persan, et ces Timurides vont régner au XVe siècle sur une grande partie de l'Iran et de l'Afghanistan. En 1505, la dynastie Timouride va s'effondrer, et un des descendants de Timour, il s'appelle Babour, veut reconquérir les territoires de Samarcande. Alors Babour, il parle persan, il est de culture persane, même s'il est d'origine turque. Il veut reconquérir le territoire de Samarcande, mais il ne peut pas parce que les Ouzbeks sont présents, donc il décide d'aller en Inde. Et en Inde, il va créer la dynastie des grands Moghols. C'est lui qui est à l'origine de la dynastie des grands Moghols, et ces grands Moghols vont apporter la culture persane en Inde. Babour va créer de somptueux jardins, de très très grands jardins à Kaboul, par exemple. Et là, Babour, il est très étonnant comme homme parce que c'est un très grand conquérant, et il va écrire sa propre biographie. Il va écrire son autobiographie, qui s'appelle le Babournama. Et il raconte plein de choses dans le Babournama. Et il raconte comment il crée des jardins. D'accord? Et ça, c'est une illustration du Babournama. Donc, on va le voir d'un peu plus près ici. Vous le voyez, Babour, il donne des ordres. Hein. Il dit, il faut que ce soit comme ça, il faut que les plantes soient comme ça, on est comme ça. Là, il y a un petit fil blanc qui est tendu, on est en train de mesurer. Et si vous regardez bien, on a un jardin enclos qui est fermé, et on a un chahar-bar. 4 par terre. D'accord? Donc, ce Babour va amener les chahar-bars en Inde. Lui, il vit au XVIe siècle. Et ses descendants, son arrière-arrière-petit-fils, Shah Jahan, qui est donc un grand roi moghol, va faire réaliser le Taj Mahal. Le Taj Mahal est réalisé à son initiative. Pour vous dire à quel point les grands Moghols se sont persanisés, c'est-à-dire que Shah Jahan ne sait plus parler turc. Il parle persan et il parle hindi. Il a oublié la langue de ses origines. On ne parle plus à son époque. Et il va épouser Mumtaz Mahal, qui, elle, est d'origine iranienne. Elle n'est ni d'origine turque, ni d'origine hindoue. Sa famille vient de Téhéran. Il va y avoir un très très fort amour entre tous les deux. Ce n'est pas son unique épouse, il a 3 épouses, mais c'est celle qu'il préfère. Ils vont avoir 14 enfants ensemble, et elle va mourir lorsqu'elle accouche du 14e enfant. Vous voyez, elle meurt assez jeune. Et Shah Jahan, qui était éperdument amoureux d'elle, devient quasiment fou avec la perte de cet être aimé, et il va vouloir créer un tombeau à la dimension de l'amour qu'il avait pour Mumtaz Mahal. Et donc, c'est comme ça
que le Taj Mahal va être réalisé et que le Chahar va apparaître à nouveau dans les jardins moghols. Alors, si on le regarde du dessus, là vous avez le Taj Mahal, là vous avez l'entrée, on voit le Chahar, mais si je vous montre que ça, je vous dis un mensonge. Je suis en train de vous mentir. Le complexe du Taj Mahal est beaucoup plus grand. Il est grand comme ça. Le Taj Mahal est ici, le Chahar est là, l'entrée où l'on arrive est ici, mais il y avait ici un caravanséral, des caravansérails qui ont complètement disparu, c'est devenu des habitations, et le complexe du Taj Mahal continue ici. D'accord? Là, c'est la rivière Yamuna, une des rivières sacrées de l'Inde, et en fait, un peu comme Chenonceau, le Taj Mahal, le complexe du Taj Mahal englobe la rivière de la Yamuna. Cette partie-là était ouverte même de l'époque de Shah Jahan, elle était ouverte pour les gens, et les gens pouvaient venir dans le Chahar et venir commémorer la mémoire de Mumtaz Mahal, et cette partie-là, ce jardin-là, était réservé à Shah Jahan. Et ce jardin-là s'appelle le Mahtab Bar, ça veut dire jardin au clair de lune. Et en fait, Shah Jahan venait ici, dans ce pavillon qui était là, et il regardait le Taj Mahal depuis le Mahtab Bar, il regardait le Taj Mahal se refléter dans la Yamuna au clair de lune. Le Mahtab Bar a quasiment été détruit. On l'a redécouvert depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Si vous êtes allé visiter le Taj Mahal il y a 30 ans, je ne vous parle pas du Mahtab Bar. Donc c'est une découverte qui a été faite assez récemment. Donc il est derrière ici, le Mahtab Bar. D'accord ? Maintenant, je vais vous donner un dernier secret, et après j'aurai bientôt terminé dans mon exposition, dans mon exposé sur les jardins persans. Les jardins que le Chahar Bar que vous voyez là n'a rien à voir avec le Chahar Bar qui existait à l'époque de Shah Jahan. Là, vous voyez des pelouses. D'accord? Ici. Des pelouses plates. C'est des pelouses anglaises. Les Anglais, à la fin du 19e siècle, vont transformer le Taj Mahal et ils vont transformer les parterres qui sont ici. Alors, comment savoir comment étaient ces parterres? Heureusement, on a des illustrations, et une illustration du XVIIIe siècle qui reprend les jardins. Donc, vous retrouvez le Chahar Bar ici, les 4 parterres, le Taj Mahal, la Yamuna, et comme je vous disais, le Mahtab Bar qui était ici. Le Mahtab Bar, on le voit là. Donc, il y avait des structures et des jardins. Shah Jahan, regardez le Taj Mahal depuis le point de vue qui est ici. Et si on fait un agrandissement de l'illustration, on voit qu'en fait, sur les parterres, il y avait des arbres qui étaient plantés. Et si on regarde attentivement, alors, quand on regarde, déjà on retrouve les jets d'eau qui étaient déjà présents, et puis si on regarde attentivement, les arbres, en fait, ils sont plantés, mais ils sont plus bas. Ils sont plus bas que les parterres ici où on pouvait marcher. C'est-à-dire que là, ici, on marchait, les parterres étaient 2-3 mètres plus bas que la pelouse actuelle, et ils étaient remplis d'arbres fruitiers. Pourquoi est-ce qu'ils sont remplis d'arbres fruitiers? Donc c'est un des derniers éléments qui va être donné au jardin persan, c'est qu'on va vraiment se retrouver dans le paradis ici. C'est-à-dire qu'il est dit dans le Coran qu'au paradis, il y a 4 fleuves qui sont présents. Un fleuve de miel pur, un fleuve d'eau, un fleuve de lait qui est toujours bon à boire, et un fleuve de vin. D'accord? Donc les 4 fleuves se retrouvent ici. C'est des fleuves qui sont mentionnés dans le Coran. Ils sont décrits dans le Coran. Dans l'Ancien Testament, dans le Jardin d'Éden, ils sont mentionnés également. Mais dans le Coran, il est dit que l'on pourra cueillir les fruits de ces arbres sans faire d'effort. Et donc l'idée des paysagistes, c'est de diminuer
le parterre qui est ici, de 3 mètres, et quand on se promène là, on peut cueillir les fruits des arbres fruitiers sans avoir à tendre le bras. On les a à portée de main. D'accord? Donc c'est l'un des derniers éléments qui va apparaître. Et vous voyez, actuellement, le Taj Mahal n'est plus du tout comme il était sous Shah Jahan, puisque les Anglais l'ont transformé. On va même couper, pour avoir une belle vue en perspective, comme dans un jardin à la française, on va couper les haies ici pour ne pas gâcher la vue sur le Taj Mahal. Alors, en préparant cette conférence, cette intervention, je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas des photographies du 19e siècle? Et effectivement, il en existe, donc j'en ai trouvé quelques-unes. Là, on a des daguerreotypes, hein, et on voit pas le jardin comme il était exactement sous Shah Jahan, puisque c'est 200 ans après, mais on le voit comme il était avant l'intervention anglaise. Donc on voit qu'on n'a plus du tout les parterres de pelouse, mais on a une sorte de forêt luxuriante qui apparaît. Donc c'est vraiment une autre impression du Taj Mahal que l'on a. Vous les avez ici, si on agrandit. Voilà. On l'a ici, c'est comme une sorte de daguerreotype qui va être dessiné. On voit les gens, on peut voir marcher ici, et donc les arbres fruitiers qui sont juste à notre niveau là. Donc ce jardin persan va devenir, le Taj Mahal est l'apothéose du jardin persan. Si l'on veut, il va prendre toutes les significations qu'il peut avoir dans le monde persan. Et donc je vais conclure en étant du côté du Martabar, un endroit où on ne peut jamais aller, même quand on va visiter le Taj Mahal. Donc c'est ici qu'il y avait le pavillon où se positionnait Shah Jahan. Si vous regardez bien la structure ici, c'est un Asht Behesht. D'accord? C'est la même structure que les pavillons qu'on avait à Ispahan. À Ispahan, le Asht Behesht, ce bâtiment avec 8 chambres, était fait pour les vivants et pour les rois, et on y allait réellement pour lire de la poésie, boire et manger des gâteaux. Ici, pour Mumtaz Mahal, c'est un HBH allégorique, c'est-à-dire que personne ne se rend à l'intérieur des salles qui sont ici. C'est un tombeau, le tombeau de Mumtaz Mahal est au centre, d'accord? Shah Jahan se tenait ici, et je vais conclure en vous disant un des poèmes d'un des plus grands poètes persans qui a existé, Hafez, qui vit à Shiraz au XIVe siècle, et que devait sûrement connaître Shah Jahan, et c'est sûrement ce vers-là qu'il devait se dire lorsqu'il pensait à Mumtaz Mahal en regardant le tombeau de son être bien-aimé. Dans le jardin, sous l'ombre des cyprès, je cherche ton visage, ô toi qui es ma rose, mon printemps. Et voilà.